Présenter la première part comme ça. Alors, l'idée, c'était de présenter notre réflexion qu'on a eue dans un groupe de recherche multidisciplinaire sur l'intégration de l'économie circulaire dans les stations d'épuration. Hein, au bout du tuyau, comme on dit. Parce qu'on en a toujours un, donc on s'est mis dans cette position-là. Et je pars toujours un peu avec, j'aime bien l'histoire, il y a à peu près 4000 ans en arrière, l'homme déjà évacuait ses eaux usées des villes, surtout à cause de l'odeur et tout. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu le 19e siècle, donc 5000 ans après, pour enfin traiter les eaux usées. En fait, à Londres, ils se sont aperçus qu'une épidémie à Londres qui a tué pas mal de gens était due aux eaux usées. Donc là, ils ont commencé à construire, ou l'homme a commencé à construire des stations d'épuration au 19e siècle, et il a fallu attendre le mi-20e siècle pour avoir des normes. Donc, les premières normes ont apparu dans les années 1950-60. Et là, on a construit des stations avec des normes. Donc, on a augmenté. Et aujourd'hui, bah, on continue. Avec toujours la même vision, peut-être que l'éducation n'a pas non plus évolué, c'est qu'on a toujours un traitement successif, linéaire. C'est plus simple. L'eau arrive, on fait un pré-traitement pour enlever les gros morceaux, les morceaux de bois et tout. Puis ensuite, on fait un traitement primaire, dessablage, hein, parce qu'il y a toujours un peu de sable et tout. Puis, on enlève les particules qui décampent. Et on récupère ces matières. Ensuite, on fait un traitement biologique avec des bactéries qui consomment la pollution. Puis là, il y a à peu près une centaine de brevets possibles et tout. Tout le monde met son petit grain. Mais on fait toujours la même chose. On crée des boues, donc des micro-organismes qui s'alimentent avec la pollution. Ils se multiplient, puis on crée des boues qu'il faut gérer. Donc ça, c'est le traitement secondaire. Puis ensuite, on passe généralement à un traitement tertiaire. C'est surtout pour enlever les particules qui sont dans l'eau, donc éclaircir l'eau et enlever le phosphore, comme on a à Montréal. Donc on a un traitement de coagulation, on ajoute des produits chimiques, on forme des boues et on les récupère. Et ensuite, on est au quaternaire. Maintenant, on commence à parler de désinfection, comme à Montréal. Bon, ça fait à peu près 20 ans qu'ils parlent de ça. Et on est en train encore de le construire, c'est pas encore fini, donc c'est des gros projets, et on pourra en parler après, mais on fait de l'ozonation pour désinfecter les eaux à Montréal, il y a de l'UV à Laval et tout. Donc on commence, et en Suisse, on va encore plus loin, on veut installer des filtres à charbon à la fin pour encore plus dépolluer l'eau, parce qu'on a de plus en plus de produits qui se retrouvent dans les eaux usées. Puis les eaux usées, c'est pas forcément l'industrie, quoi. C'est encore facile, ça à traiter et tout, mais c'est là les eaux domestiques. Hein. Puis l'avantage que j'ai, c'est que de toute façon, il y en aura toujours. Donc, j'ai du travail à faire là-dedans, mais on a un principe totalement linéaire, avec des beaux principes. Puis comme on génère des boues, bah, là, il faut bien les traiter, parce que ça contient tous les polluants qu'on a enlevés de l'eau. Donc, on se retrouve avec des boues qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme fertilisant, parce que ça risquerait de tuer beaucoup de monde. Donc, on épaissit, on récupère l'eau qu'on renvoie en tête d'usine pour épurer. On épaissit, puis ensuite, après l'épaississement, on déshydrate, on enlève l'eau parce que c'est dur à brûler, hein, de l'eau, ça ne brûle pas bien. Donc, on déshydrate, l'eau, on la récupère, puis on l'envoie de nouveau en tête d'usine. Et ensuite, on incinère. C'est le meilleur moyen ou le moyen le plus sécuritaire. Maintenant, on commence en Europe, et par exemple à Gatineau, ils prennent les boues. Donc, il y a un premier principe, c'est qu'ils récupèrent les boues et ils font de la méthanisation. Donc, un procédé de méthanisation, c'est biologique. Les bactéries fabriquent du méthane et on peut le brûler pour créer de l'énergie. Bien sûr, comme c'est biologique, on crée de nouveau des boues, donc il faut les éliminer. Donc, on les récupère, on les déshydrate et on les brûle. Comme là, on a une première boue, si vous voulez, de circularité qui serait la production d'énergie. Par contre, le modèle a une mission unique, traiter l'eau pour protéger l'environnement, et c'est le côté légal. On a des réglementations qui sont émises et on doit les respecter. Donc, la seule chose, c'est une contrainte, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est payé par les citoyens. Okay, bon, les gouvernements financent, mais un gouvernement n'a pas d'argent, donc il prend l'argent des impôts. Donc, c'est toujours nous qui payons. Donc, l'idée, c'est on minimise les coûts. Mais du coup, on minimise la production de boue, donc on produit le minimum de méthane. Donc c'est très intéressant d'un point de vue récupération d'une matière pour en faire quelque chose. Mais bon,
Ça, c'est le principe actuel qui est enseigné encore actuellement dans tous les bacs au niveau licence ou bac en génie. Donc, l'idée, c'est de penser autrement. L'idée, c'est de poser, pour intégrer l'économie circulaire, de partir plutôt de la mission de produire des biens commercialisables, matière ou énergie, en traitant l'eau, et toujours pour protéger l'environnement, parce qu'on a le côté légal, puis on ne peut pas l'enlever. Ce serait absurde de pouvoir tout jeter dans les rivières. On reviendrait à l'âge primaire. Donc, le modèle de conception, il est inspiré de deux principes de la nature. Le premier principe, c'est de passer d'un traitement en série linéaire à un système en réseau maillé. On peut le voir ici, des levures, donc qui n'ont pas de cerveau, mais qui sont capables d'aller chercher leur nourriture avec des canaux et toujours avoir plusieurs canaux pour aller à un point de ravitaillement. Donc l'idée, c'est vraiment un réseau maillé qui permet de stabiliser. L'autre principe, tout le monde le connaît, mais personne ne l'applique, c'est la nature, c'est la biodiversité. On a de la biodiversité dans les écosystèmes, on a une biodiversité dans les espèces et même on a une biodiversité génétique. Donc l'idée, c'est de passer à une station d'épuration avec la notion de technodiversité. Donc des technologies diversifiées, non pas chaque fois ajouter un élément de plus pour arriver à faire mieux. Donc on pourrait avoir une technodiversité à la fois dans la fonction des technologies, dans les procédés eux-mêmes ou dans les produits fabriqués ou récupérés. Ces deux principes fondamentaux, c'est ce qui fait que l'univers, la Terre et l'environnement datent de plusieurs milliards d'années. Hein. On ne parle pas de dizaines d'années ou vingtaines d'années, c'est des milliards. Ces deux principes, ça augmente la résilience et l'efficience. Donc on s'est dit, c'est comme ça qu'on devrait traiter. Donc à titre d'exemple, on repart, on a de l'eau usée qui arrive, bon, on ne refait pas tout, on a un traitement primaire, des grilleurs, des sableurs, clarification, récupération d'égouts. Ensuite, et c'est ça la grande différence, c'est qu'au lieu de traiter toute l'eau, comme l'ingénieur le fait, c'est plus facile, on connaît le débit, on fait la taille, merci, bonjour. Voilà, on prend seulement une partie de l'eau et on fait des bouts. Ces bouts, c'est pour produire plus de bouts. Traiter l'eau, mais en traitant beaucoup plus de bouts qu'on peut récupérer. L'autre partie, c'est de traiter l'autre partie de l'eau avec une coagulation-flocculation pour enlever le phosphore et tout. Parce que des fois, les bactéries n'y arrivent pas. Donc, si la bactérie n'arrive pas à enlever le phosphore, on peut la récupérer et la mailler successivement avec une coagulation-flocculation. Donc déjà là, même si un procédé ne fonctionne pas, l'autre fonctionne. Et inversement. À la rigueur, les deux fonctionnent, c'est encore mieux, puis on est encore plus heureux. Mais on peut faire mieux. On se dit, bon, ben là, on a déjà un réseau. Ensuite, on désinfecte. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ce qui tue le plus de gens, ce n'est pas les eaux usées ou les PFAS. Ce qui tue le plus de gens, c'est les bactéries. Et on l'a vu hein, dans la pandémie, on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. Et les bactéries tuent encore le plus de monde à l'échelle planétaire. Donc, il faut désinfecter l'eau. Moi, j'ai pris l'ozone, vous allez voir pourquoi après. C'est que là, on a une eau de qualité. Mais on peut faire mieux. C'est qu'on peut ozoner l'eau pour enlever les bactéries ou diminuer les bactéries pour faire du phytotraitement. Ça existe depuis de nombreuses années, mais l'idée, c'est plutôt de faire des serres pour produire des légumes et des fruits. Donc, on a deux autres éléments qu'on peut produire dans une station plutôt que d'utiliser l'eau usée puis mettre dans un champ puis rien contrôler. Ce qui est souvent le cas, et surtout dans les pays en voie de développement, ce qui est dramatique. Au cours des années, il y a la pollution qui s'accumule dans les sols. Ben là, on peut contrôler à l'entrée du système de serre et à la sortie pour vérifier que l'eau est de bonne qualité. Puis une fois que l'eau est de bonne qualité, on peut la réintroduire avec l'autre eau et avoir une qualité qu'on peut disposer dans l'écosystème. C'est clair que si l'eau, par exemple, il y a trop de phosphore ou trop de polluants, il faut prévoir une boucle pour la remettre en coagulation pour ensuite avoir une eau de qualité. N'oublions pas que en phytotraitement, c'est des plantes. Les plantes, c'est de l'évapotranspiration et les plantes évaporent beaucoup d'eau. Cette eau-là peut être récupérée et elle est de très bonne qualité. Donc, on peut la récupérer, voire même peut-être avec un traitement minimal, faire de l'eau potable. C'est clair qu'on a vu à Gatineau, par exemple, quand il y a des grosses pluies et que l'eau est très diluée, les traitements ne marchent plus. Il n'y a plus assez de turbidité ou de particules, il n'y a pas assez de matière organique. Une simple ozonation pourrait faire que l'eau soit acceptable d'un point de vue réglementation.
Donc l'idée, c'est de tout boucler puis avoir un réseau maillé comme ça. Maintenant, si on prend la méthanisation, bien sûr que c'est bien. Ah, on fait mieux qu'avant. On crée de l'énergie qui peut être utilisée dans la station. Donc, on a une diminution de coût d'énergie à ce niveau-là. Si on prend de l'ozone, puis qu'on ozone les boues, parce que c'est un traitement biologique de méthanisation, on peut augmenter de 120% la production de méthane. Ça a été démontré en Europe et tout. Donc, on peut boucler. Et si on jumelle les résidus verts de la municipalité avec ces boues, on produira encore plus de méthane et donc encore plus d'énergie qu'on peut commercialiser ou comme ça. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier le compostage ou le vermicompostage. Si on en a besoin, parce que si on produit du compost et qu'on n'a pas de champ à côté, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des municipalités qui ont des gros problèmes avec ça. Ils produisent tellement de compost qu'ils l'enfouissent après. Vachement intéressant de produire quelque chose qu'on enfouit après. Mais bon, on peut en faire et il faut calculer combien on en a besoin pour le faire. L'avantage du vermicompostage, c'est qu'on peut créer des protéines. C'est clair qu'on ne va pas manger des protéines comme ça, mais un ver de terre bien apprêté pourrait être rentré dans un hamburger et on ne verrait pas la différence. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir avec tout ce qu'on connaît puis de les intégrer pour toujours produire quelque chose, compost, protéines, énergie, légumes, fruits. Mais on peut aller plus loin. On peut, par exemple, déshydrater et passer à une gazéification. Pourquoi la gazéification plutôt que l'incinération? C'est que la gazéification, c'est un processus qui permet de générer de l'énergie. C'est-à-dire qu'on brûle avec peu d'oxygène, ça forme du CO et le transfert CO-CO2 génère plus d'énergie que ce qu'on a consommé. À haute température, comme ça, on brûle tout. On détruit tout. Donc, on fait du CO2. Mais on crée de l'énergie et cette énergie peut encore ajouter. Donc, à un moment donné, à force de créer de l'énergie, on pourrait la distribuer autour de l'installation, soit dans l'industrie, soit dans les citoyens, parce qu'il faut bien qu'ils récupèrent aussi quelque chose des citoyens. Si on va vers la gazéification, c'est une chose, mais on a deux procédés, production d'énergie et gazéification, qui produisent du CO2. Que faire? Ben, c'est simple, on fait de l'algoculture. L'idée, c'est de prendre le CO2 et fabriquer une biomasse à partir d'algues. Hein, les algues, ça bouffe le CO2 dans l'eau. Donc, on se retrouve à créer une biomasse grâce à de l'énergie. Hein. C'est pas, comment, la prise électrique de ce procédé, c'est le soleil ou l'énergie solaire. Donc, c'est clair que les algues ont besoin de soleil, de nutriments et du CO2 qui permettent de créer de la biomasse qui peut être générée en méthane, qui produit plus de produits qu'on peut gazéifier et ou brûler le méthane pour faire de l'énergie. L'avantage aussi, à 1200 ou cette température, on crée des résidus solides stabilisés. En gros, on va retrouver des terres rares. On ne sait pas combien il y en a, mais à l'échelle planétaire, c'est quelques tonnes dans les eaux usées. Mais le lithium, on peut récupérer des terres rares, le lithium, des métaux. Bon, s'il y a de l'or, ça vaut la peine, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais on peut récupérer par exemple du cuivre. Il ne faut pas oublier que la station d'épuration est le plus gros pollueur en point de vue quantité par année de cuivre. Parce qu'il y a beaucoup de cuivre qui part de l'eau usée. Bon, on la jette, c'est clair que c'est dilué dans un immense fleuve. Et c'est évident qu'on ne voit pas beaucoup de différence, mais ça vaudrait peut-être la peine suivant le prix du cuivre. Donc ça dépend aussi des régions ou des activités. Le CO2 qui se dégage dans l'agriculture, bah, c'est du CO2, on peut se dire, on l'envoie dans l'atmosphère, puis bon, à la rigueur, ça vient de matière organique, donc ça ne comptabilise pas dans les GES, tatati, patata. Mais l'idée, c'est on a une matière, le CO2, résiduel dans l'agriculture, parce qu'on n'arrive pas à transférer tout le CO2 de la gazéification et de la combustion du méthane dans un réacteur. Donc, ce qui sort, on n'a qu'à le prendre pour faire cultiver ou augmenter la production de végétaux comme ça, parce qu'ils consomment le CO2. Bien sûr que là, il y a des côtés légaux, parce qu'on n'arrivera pas un ouvrier à aller cueillir des pommes ou des fraises avec une concentration de CO2 trop élevée. Non, il ne sortira pas. Les fraises non plus, hein, vous me direz, mais bon. Non, mais c'est important quand même de regarder que si on pense et qu'on va plus loin que de regarder juste son bout de tuyau, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, ce serait, pour notre part, l'idéal de ce qu'on pourrait faire. Il y a bien d'autres choses hein, qu'on pourrait faire. Là, je n'ai pas parlé, mais les métaux, on pourrait les recirculer. On parle d'énergie, on peut parler d'énergie thermique.
électrique, il y a des combustibles qu'on pourrait générer. Donc, on peut faire beaucoup de choses simplement avec la même station, c'est les mêmes procédés, c'est juste des bouts de tuyaux qui se branchent différemment. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire ça. Donc, cette nouvelle mission, si on se donne cette mission, en réseau maillé et en technodiversité, ça augmente la résilience. Donc, on protège mieux l'environnement et on peut récupérer de l'argent, ce qui fait diminuer les impôts. Donc, globalement, ce qu'il faut aussi, c'est d'avoir un principe que si la ville paye moins pour traiter son eau usée, parce que ça rapporte quelque chose, au moins le citoyen, il ait une baisse de taxes. Qui, pour l'instant, en vivant au Québec, j'ai jamais vu une baisse de taxes. Il y a eu une augmentation, mais jamais de baisse. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que ça profite à la population. Donc, le système est très complexe. Ça a l'air de rien, ça paraît tout simple, mais c'est hyper complexe parce que ça a de multiples dimensions. Là, je les ai mis celles qu'on avait pensées. Donc, l'environnement n'est pas toujours constant. Hein, je veux dire, à notre échelle de vie, sur un an ou deux, c'est vrai que ça ne bouge pas beaucoup, mais sur 50, 100, 200 ans, l'environnement change continuellement. Technologiquement, on ne sait pas construire une station d'épuration en réseau maillé. C'est simplement que l'ingénieur, il prend l'eau et il la traite. Ça, il sait faire. Mais diviser en deux, puis faire deux traitements, ça, il ne sait pas faire. L'avantage, c'est que si tu divises l'eau en deux traitements, chaque traitement est moins gros. Donc, on aurait peut-être aussi des économies à faire. Le pauvre technicien qui doit regarder où c'est qu'il met son eau pour produire quelque chose, c'est plus compliqué que d'ouvrir la vanne de coagulant ou la fermer. Donc, il va falloir, disons, beaucoup d'enjeux vont être aussi dans la formation et tout. Territoriale, c'est clair que si le maire décide de faire venir des industries complètement différentes et tout, la station d'épuration ne sera pas prévue. Si vous avez un traitement physico-chimique, il ne faudrait pas avoir de levurerie, hein, ou de traitements qui rejettent beaucoup de matière organique, puis c'est les micro-organismes qui les enlèvent et on n'en a pas dans le traitement. Donc là aussi, le plan territorial, le développement territorial, ben, il faut le penser, il faut prévoir autour de la station plutôt des champs que des maisons de retraités. Surtout que les maisons de retraités, ils posent des champs parce que ça sent mauvais. Donc, ça demande quand même un côté territorial, social, économique. Ça ne sert à rien de produire quelque chose qui n'a pas de valeur, puis d'être toujours subventionné. Donc, toujours, hein, subvention. Moi, je dis toujours, la subvention, c'est ma poche. Donc, j'aime bien subventionner des choses, mais il faut que ces choses soient bonnes aussi pour le citoyen. Donc, économiquement, il faut respecter les lois du marché. Produire quelque chose qui ne sert à rien, ça tue le marché et donc, il n'y aura pas de bénéfice. Politique, il faut une volonté politique. Il ne faut pas changer d'avis à chaque fois qu'on change de gouvernement ou de ministre. Donc, il faut avoir donc, dans ces cas-là, il faut avoir une vision à beaucoup plus long terme qu'un mandat de 4 ans. Légal, il faut aussi prévenir comment on va passer les contrats. Là, on entendait parler des contrats, mais avec une politique du moindre coût, donc toujours prendre le moins cher, ben, on n'a que des projets mal faits. Hein, le principe, il faudrait peut-être le revoir. Donc, il y a plein de choses en légal, d'un point de vue droit, politique. Parce que la politique, ça fait aussi des lois. Hein. Exemple, si vous sortez d'un avion avec un sandwich, vous ne pouvez pas le recycler. Vous ne pouvez même pas le donner à des poules, il faut le brûler. Santé Canada, c'est une loi. Ben, il faut changer la loi. Mais c'est trop dur, donc on ne le fait pas. Donc il y a beaucoup d'obstacles. Là, on a essayé. Oups, bon, c'est pas grave. On a essayé de travailler sur un indice, hein, comme l'indice du développement durable, l'indice de ci. En fait, c'est pas possible. On vient d'en discuter, c'est très compliqué. Bon, oui, on va faire des beaux schémas avec des quantités, ça c'est facile, 1 plus 1 égale 2. Hein, donc, paramètres quantitatifs, faciles à intégrer. Mais les paramètres qualitatifs, comment on les intègre? Le bien-être, la satisfaction des gens. Comment on intègre aussi le nombre de mailles? La plupart du temps, le nombre de mailles n'est pas comptabilisé. Donc, on fait des réseaux en économie circulaire linéaires. Okay, donc, comment est-ce qu'on devrait mettre le nombre de mailles dans un système, le nombre de nœuds qui permettra de stabiliser et d'avoir une résilience, la technodiversité aussi. Comment on l'intègre? Les verrous, ben c'est simple, on l'a dit à peu près 10 000 fois, c'est le manque de données. Parce que les gens font le minimum d'analyse parce que ça coûte cher. Donc, on fait le minimum, puis
on est content, puis si on a des mauvais résultats, de toute façon, on ne les diffuse pas parce que personne ne veut le savoir. Donc, ça, c'est difficile pour les scientifiques. Il y a le travail en silo, hein. Je veux dire, tout le monde travaille dans son silo. Je ne parle même plus des chercheurs, là, je parle à la rigueur des municipalités. Il y en a un qui s'occupe des matières résiduelles, il fait du méthane. L'autre, il fait une station d'épuration, il fait du méthane. Vous vous trouvez avec deux méthaniseurs qui marchent plus ou moins bien parce qu'il n'y a pas de possibilité de les stabiliser. Donc la communication et la concertation est un gros frein dans les municipalités, surtout les grosses. L'enseignement et la formation, si on continue à former les gens dans les diplômes d'ingénieur au cégep, comme il y a 50 ans en arrière, ça ne changera jamais. Puis pour changer quelque chose, en tant que professeur, et ceux qui sont professeurs, c'est pas évident de changer un cours puis de le modifier. Ça prend 1 an ou 1 an et demi simplement pour travailler ça. Et surtout la volonté de changer, c'est une chose, mais pour le bien, et non pas pour son bien, hein, pour son nombril, et puis de pouvoir publier encore plus, avoir encore plus de problèmes, surtout avoir de l'argent. Et une protection à long terme. Long terme, c'est 1 millier d'années. Si l'économie circulaire est bonne, ça doit durer 1000 ans. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Je suis capable de régler le problème dans les 2 prochaines années, mais sur 10 000 ans, jusqu'à la fin de la Terre, pour que la génération ultime sur Terre puisse encore vivre, ce qui est le vrai principe du développement durable, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Ah oui, les questions, merci beaucoup. Si vous avez des questions, merci Robert. J'ai mis un peu plus long que d'habitude parce que je parle. Avec ça, je peux condenser de 8 cours en 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Où on est? Mathias. Un collègue disait que Rome ne s'est pas fait en un jour. Ni Paris, hein, d'ailleurs. Si tu devais commencer, comment tu commencerais cette usine multifonctionnelle? Ben, si on ne regarde pas le temps, parce que dans les municipalités, ça dépend où tu es. En Chine, un hôpital, ça se construit en 2 mois. Au Québec, ça prend à peu près 5-6 ans. Mais normalement, tu peux me remettre celle-là. Oh non, la première, tiens, tout en haut. Ah, voilà, celle-là. Après, dans l'autre, tu reviens derrière une fois. Voilà, celle-là, c'est bon. L'idée, c'est que ça c'est traditionnel. Exemple, Gatineau, ils avaient un traitement biologique, ils ont ajouté ça. Bon, après, on a fait des essais, on a montré que l'ozonation va bien et tout. Mais bon, après, une firme d'ingénieurs a passé par-dessus. Il a prôné les UV parce que c'était moins cher, puis ils ont mis de l'UV. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'ozone pour augmenter leur système ou stabiliser leur traitement biologique. Donc, si tu veux, moi, la première chose, c'est que si tu n'as pas de méthane, ben, utilise déjà de la méthanisation avant de brûler tout. Ensuite, c'est d'intégrer plutôt des tuyaux, hein, c'est pas compliqué, et puis des pompes. Donc, une partie de l'eau ici, okay, pourrait aller là, avec un retour là à là, et de là à là. Donc, c'est juste boucler ce qui existe déjà, et après, petit à petit, voir ce qu'on peut faire en plus, et surtout, en faisant des analyses sur la prochaine étape. Donc, ça demande un plan de planification, en gros, je dirais, sur 20 à 50 ans. Et pour l'instant, je ne connais aucun politicien au monde qui dure 50 ans, donc il y a peu de chances que ça arrive. Il faudrait qu'il y ait une perte. Non, mais ce n'est pas souvent les politiciens qui disparaissent, mais les fonctionnaires restent. Donc il faudrait prendre un jeune fonctionnaire qui reste toute sa carrière et qui garde la mémoire de ce qu'on peut faire. En gros, c'est faisable, mais il faut aller lentement. Il ne faut pas penser que demain matin, on va crier ciseaux, puis tout va être parfait, puis on va faire plein d'argent. Ça va prendre du temps, mais au moins, on s'améliore constamment. Ça, c'est le principe ISO 14000. Hein. Amélioration continue. J'aurais bien dit c'est Robert. Oh oui, pardon. Ouais, si vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Je te comprends très bien. D'autres questions dans cette intervention? C'est trop clair, Robert. Non, c'est qu'ils n'ont rien compris. Il y a toujours le fil et la face. Oui, une question? Oui, vas-y. Bêtement, de manière pragmatique, j'aurais pensé que les sociétés étaient intéressées à commercialiser
pourquoi pas le secteur privé? On a bien compris que les municipalités, c'est pas réglé. Alors, si tu veux, alors, il y a deux principes. En Europe, par exemple, on utilise beaucoup des sociétés privées pour gérer l'eau, les stations d'épuration et tout. Donc, eux, ils essayent de faire le maximum d'argent en faisant le minimum. Le risque, c'est ils investissent rien, ils opèrent, ils ramassent l'argent, puis après, ils ont fini leur contrat, ils partent. Et tout, la réhabilitation et tout, c'est de nouveau la ville qui le fait. Au Québec, c'est un bien public. Donc, c'est la ville qui doit traiter l'eau. Et elle ne fait pas d'argent. Donc, si tu veux, les industries comme les Français, les Japonais ou comme ça, même les Américains, n'ont pas intérêt à venir au Québec. C'est aussi simple que ça parce que de toute façon, ils ne peuvent pas gagner de l'argent en opérant les stations. C'est là que tu fais le plus d'argent, en opérant quelque chose. Donc, vendre des technologies, c'est un peu le mode ancien, ça ne se fait plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt prendre un contrat d'opération et vendre et amener leur technologie. C'est là où c'est compliqué. Donc, si vous avez des entrées à Suez, Lyonnaise des Eaux, les Japonais, les Américains, ou des contacts avec Trump, vous pourriez l'amener ici. Donc, si on vient de 50e étage, on pourra directement y aller. Attention, ça se décide aujourd'hui, hein, je pense bien l'actualité. Oui, une autre question. Oui, allez-y. Oui. Dans l'actualité, il y a une station d'épuration assez connue en Mauricie, au lac à la pêche. Et je crois que c'est une technologie française qui n'a pas du tout marché. Non, c'est ça. Ben, c'est parce qu'en France. Non, mais pour vous raconter une anecdote très drôle. Les Français avaient un traitement biologique, ok, avec un lit fixe de bactéries qui faisait bouger et tout. Donc en France, ça marchait super bien. Ils ont fait une démonstration, les Québécois y ont été, oh, ça marche bien. Hop, et on l'a installé ici. Manque de peau, ça ne marche pas parce que le fromage ici est beaucoup plus gras. Donc l'eau usée avait beaucoup plus de gras, les bactéries sont tous mortes. Donc, vous voyez, j'ai une compagnie, justement, et c'est ça le danger, c'est que notre structure, puis là, je vais le dire franchement, la loi qui dit qu'il faut acheter au moindre coût, donc passer des contrats, ok, disons, à qualité égale au moindre coût, c'est correct. Mais comme on ne sait pas mesurer la qualité, c'est toujours le moindre coût. Donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir des routes avec des trous ou des choses comme ça. Donc, quand on voit ça, ben, c'est normal, même pour les compagnies qui font des vêtements et tout. Quoi. Si on comprend cette logique industrielle, politique, ou comme ça, ben, ça explique beaucoup de choses. Donc, il faut d'abord changer ça avant d'essayer de vendre quelque chose. Parce que sinon, on va se casser la figure. C'est tout ça qu'on a. C'est tout ça qu'on a. Ah, bon, tant pis.